Eiji est un lycéen normal au Japon qui vit avec la culpabilité d'avoir détruit le monde à cause d'un vœu qu'il a fait il y a 10 ans. Cependant, lorsqu'un grand danger menace de détruire le monde tel qu'il le connaît, il décide de devenir un héros et de sauver tout le monde. Tout a commencé quand Eiji était un jeune garçon heureux du Japon qui vivait sa vie pleinement, regardant des dessins animés et jouant dehors, lorsqu'un jour, après être rentré de l'école, une fille aux cheveux roses est apparue par hasard dans sa chambre. Eiji réalise rapidement que cette fille n'est pas une personne ordinaire puisqu'elle flotte dans les airs comme un ballon à l'hélium et affirme qu'elle peut lui donner n'importe quel pouvoir qu'il désire. Comme n'importe quel garçon naïf, Eiji oublie qu'il ne devrait pas parler aux inconnus et commence immédiatement à réfléchir à ce qu'il devrait souhaiter quand il se souvient soudain de son méchant de dessin animé préféré, dont le rêve est de conquérir le monde entier, mais seulement pour apporter la paix et la prospérité. Inspiré par cela, Eiji souhaite conquérir le monde entier, ce qui entraîne une chaîne d'événements catastrophiquement destructeurs que personne n'aurait pu imaginer. Le monde entier commence à être détruit alors que le sol se brise sous leurs pieds et que le ciel se déchire, libérant des horreurs inimaginables. Eiji n'a aucune idée de pourquoi cela se produit et essaie de sauver sa vie, mais sa demi-sœur n'a pas eu autant de chance car elle a été blessée pendant cet événement, qui fut plus tard connu sous le nom de la Grande Destruction. Même après 10 ans, Eiji est incapable de se pardonner pour la calamité qu'il a causée, tuant d'innombrables innocents et blessant gravement sa pauvre sœur. Eiji est maintenant au lycée, mais il est devenu un paria social complet, vivant sa vie en solitaire, tandis que leur professeur de classe les éduque sur l'histoire de l'événement et sur les personnes dotées de pouvoirs spéciaux, connus sous le nom d'Orders. Même s'il y a des milliers d'orders dans ce monde, à ce stade, la plupart d'entre eux sont sous le contrôle du gouvernement et font du bon travail, mais la plupart du monde soupçonne encore qu'un des orders a provoqué la grande destruction. Eiji commence à se sentir mal à l'aise avec le sujet et s'excuse de la classe, affirmant qu'il se sent malade. En rentrant chez lui, il aperçoit un groupe de personnes menant des manifestations contre l'existence des orders, affirmant qu'ils devraient être mis à mort. Il les ignore et retourne dans sa chambre où il trouve Daisy, la fille aux cheveux roses qui lui a donné ses super pouvoirs au départ. Il s'énerve un peu et demande pourquoi elle est là même après lui avoir dit de rester loin de lui. Daisy lui dit de se détendre car elle s'est assurée que sa sœur Sina ne l'a pas vue. Eiji s'assoit et demande pourquoi elle continue de créer des orders, même après avoir compris à quel point ils peuvent être destructeurs. Daisy affirme simplement que c'est son travail d'exaucer ses souhaits et qu'elle ne peut pas arrêter de le faire. Elle lui dit de ne pas se tourmenter pour ce qui s'est passé il y a 10 ans, car elle pense toujours que la grande destruction n'était pas liée à son souhait. À ce stade, Eiji ne se souvient même pas de ce qu'il a souhaité et n'a aucune idée de quels sont ses pouvoirs réels puisqu'il ne les a jamais utilisés auparavant. Daisy lui dit d'essayer de découvrir quels sont ses pouvoirs, mais Eiji est juste un gars cool qui se fiche des pouvoirs et décide de faire une sieste. Il est réveillé par sa sœur qui lui demande comment s'est passée sa journée et comment c'est de vivre comme une personne normale avant de demander à Eiji ce qu'il fera en tant qu'ordeur. Cela provoque une crise de panique chez Eiji car il a tout fait pour cacher ce secret à sa sœur, mais heureusement, il se rend compte que Sina demande simplement ce qu'il souhaiterait s'il avait un jour le pouvoir d'un order. Il pousse un soupir de soulagement et affirme qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut, mais Sina répond que tout ce qu'elle demanderait, c'est d'être avec lui pour toujours, et que leurs parents reviennent à la vie. Eiji lui sourit avant de lui dire de bien dormir. Le lendemain matin, alors qu'il somnolait dans sa classe, le professeur Ringard annonce qu'ils vont avoir un nouvel élève transféré. Ce qui est un classique, l'élève transféré se révèle évidemment être une belle fille aux cheveux roses qui n'est certainement pas une psychopathe. La fille se présente comme Rin. Eiji commence immédiatement à craquer pour elle dans sa tête, pensant à quel point elle est jolie. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à entrer chez lui, il est surpris par Rin, qui l'interpelle par derrière, affirmant qu'elle vient de s'installer à l'étage au-dessus du sien, mais qu'elle s'est malheureusement retrouvée enfermée dehors sans clé. Eiji la regarde comme un idiot sans savoir quoi dire, tandis que Rin lui demande s'il pourrait utiliser son téléphone pour appeler un serrurier pour elle. Eiji réalise que c'est une bonne excuse pour tenter sa chance et commence immédiatement à ouvrir la porte principale pour l'inviter à entrer. Mais il ne faut jamais penser avec sa deuxième tête dans cette situation, car Rin lui enfonce immédiatement un taser dans le derrière, le mettant KO. Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans son salon, tandis que Rin sort un katana de son sac, lui disant qu'elle est une assassin venue pour le terminer définitivement. Eiji ne comprend pas pourquoi elle voudrait cela, mais Rin répond qu'elle sait qu'il est l'ordre qui a provoqué la grande destruction avec son souhait, et pendant cela, sa mère a été brûlée à mort, tandis que son père est mort asphyxié en essayant de la sauver. Elle lui dit qu'elle a attendu les 10 dernières années pour le trouver, et maintenant, elle va savourer ce moment. Sur ce, elle enfonce son épée dans les mains d'Eiji, qui se tortille au sol de douleur, alors que le sang peint le sol sous lui. Elle sourit et affirme que maintenant elle va mettre fin à sa vie, mais alors qu'elle lève son épée, il commence à la supplier de le laisser tranquille, car c'était une erreur. Soudain, à leur surprise, un pouvoir s'active en lui et l'épée disparaît de la main de Rin et se plante profondément dans son ventre.
Eiji est horrifié alors que la fille tombe au sol et il court immédiatement dehors en criant à l'aide. Il se retrouve bientôt caché dans un temple près d'une rivière et essaie de se calmer en se demandant si ce sont ses pouvoirs qui ont conduit à la mort de la psychopathe ou non. Il était sur le point d'aller à la police, mais il reprend ses esprits en réalisant que tous les indices pointeront vers lui comme le meurtrier et il pourrait même découvrir qu'il est un ordre. Il réalise qu'il doit se calmer et réfléchir correctement, alors il finit par appeler sa sœur à l'hôpital, ce qui le fait se sentir mieux. Il décide de se rendre lui-même à l'hôpital pour faire examiner ses blessures, seulement pour découvrir que tout l'hôpital est désert. Avant même de comprendre la situation, il entend la voix de sa sœur sur un fauteuil roulant poussé par une personne qu'il ne pensait jamais revoir. Cela l'horrifie alors qu'il peine à comprendre comment Rin peut être en vie après qu'il l'ait poignardé à travers l'estomac. Mais Rin se contente de dire qu'il est en retard tout en se promenant comme si elle n'avait aucune blessure. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, la porte de l'ascenseur s'ouvre et deux hommes armés sortent, pointant leurs armes sur lui, tandis que Rin emmène le fauteuil roulant vers l'ascenseur. Elle lui dit qu'elle ne peut pas le tuer facilement, alors elle prendra sa sœur comme assurance. Et juste pour l'énerver, elle poignarde Seina à l'épaule, affirmant qu'elle mourra si Eiji ne la rencontre pas seule dans un bâtiment abandonné. Eiji tombe au sol, dévasté alors que la porte de l'ascenseur se ferme, tandis que les deux hommes le visent, attendant les ordres pour tirer, pendant que le garde plus âgé dit à l'autre qu'Eiji est l'ordre qui a détruit le monde il y a 10 ans. Cela le met en colère et il perd le contrôle de lui-même, les frappant tous les deux avec un panneau à proximité, les assommant avant de s'enfuir vers un garage où il s'évanouit. Il est bientôt réveillé par Daisy qui lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas perdu le contrôle de ses pouvoirs. Il ne comprend pas ce qui se passe et dit à Daisy qu'il était sûr que Rin était morte. Mais Daisy lâche la bombe que Rin est en fait une Order aussi. Elle affirme que Rin a été mortellement blessée par un incendie il y a 10 ans lors de la catastrophe, mais qu'elle a été choisie comme une Order et pour son souhait, elle a demandé le pouvoir de régénération. Selon Daisy, le pouvoir de régénération de Rin est si puissant qu'elle est pratiquement immortelle à ce stade, car elle peut guérir même des blessures les plus mortelles. Daisy lui dit qu'il doit utiliser ses pouvoirs spéciaux s'il veut avoir une chance contre Rin, mais Eiji ne veut pas être la cause de la mort d'innocents à nouveau, alors il refuse. En entendant cela, Daisy touche sa main avec une incantation, affirmant qu'elle a verrouillé ses pouvoirs à 0,01% de leur capacité réelle, ce qui devrait l'empêcher de perdre le contrôle. Elle lui dit qu'il n'a pas d'autres options s'il veut sauver sa sœur, ce qui signifie qu'il doit se souvenir de ce que ses pouvoirs étaient. Réalisant qu'elle a raison, Eiji arrache enfin le pansement et se souvient qu'il souhaitait avoir un contrôle total sur le monde. En se dirigeant vers le bâtiment abandonné, il trouve Rin debout avec Seina inconsciente, tandis qu'un groupe de soldats le vise avec leurs armes. Sans hésiter, Rin leur ordonne de tirer sur lui, comme de vrais Américains. Ils commencent à tirer sur lui avant que Rin ne leur dise d'arrêter, car elle voulait l'achever elle-même. À sa surprise, cependant, sa main bouge d'elle-même et utilise la magie de guérison sur Seina. Cela la déroute, et alors que la poussière retombe, elle réalise qu'Eiji est indemne. Il explique que sa compétence spéciale est de prendre le contrôle d'une zone, après quoi il peut plier tout à sa volonté. Un ghoul apparaît derrière lui et avec cela, aucune balle ne peut le toucher car il prend simplement le contrôle de chaque soldat dans la zone avant d'utiliser les tentacules de la ghoul pour attraper Rin, alors qu'il commence à la forcer à révéler qui d'autre connaît la véritable identité d'Eiji. Rin refuse de divulguer la moindre information et jure de tuer à la fois lui et sa stupide sœur, ce qui met Egi en colère et il la poignarde avec son étrange tentacule, et affirme qu'il prendra le contrôle du monde entier et apportera la paix pour que sa petite sœur mignonne puisse vivre une vie heureuse et épanouissante. Rin rit de cela, mais son rire se transforme en cri d'agonie quand Eiji utilise ses pouvoirs pour lui ordonner de ne plus jamais lui faire de mal, ni à sa petite sœur. Avec cela, il relâche son emprise et Rin tombe au sol, mais elle se relève, tremblant de rage, et saisit immédiatement son épée à nouveau avant de sauter du balcon pour mettre fin à la vie d'Eiji une fois pour toutes. Mais au moment où la lame de son épée s'approche de la gorge d'Eiji, elle s'arrête d'elle-même, tandis qu'Eiji ne bronche même pas de sa position. Rin essaie de toutes ses forces de briser ses pouvoirs, mais c'est en vain et elle tombe à terre, brisée et en pleurs, car son seul but dans ce monde était de trouver et tuer la personne qui a provoqué la grande destruction et tuer ses parents. Mais maintenant, elle ne peut même plus faire cela. Eiji se sent mal pour elle et lui dit qu'elle devrait trouver un nouvel objectif dans sa vie et trouver l'amour pour combler ce vide. Mais Rin rétorque, affirmant que personne ne pourrait aimer une psychopathe comme elle. Honnêtement, c'est très vrai, mais Eiji ici est un sim de premier ordre qui lui dit immédiatement que ce n'est pas vrai, même lui ne verrait pas d'inconvénient à l'aimer ou à l'épouser. Malheureusement, cette idée déclenche ses pouvoirs avec cette déclaration, et son ghoul poignarde immédiatement Rin avec un autre tentacule, l'éliant à vie. Rin se lève et affirme qu'elle ne laissera personne lui faire du mal parce qu'elle est la seule à pouvoir le tuer un jour. Eiji a du mal à comprendre cette nouvelle relation quand soudain un homme nommé Fran, qui semble tout droit sorti d'un film Matrix, apparaît en haut du balcon. Il félicite Eiji pour ses nouveaux pouvoirs, mais lui dit qu'ils sont complètement inutiles contre lui.
Eiji se souvient soudain de sa sœur, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Fran utilise ses pouvoirs d'arrêt du temps et disparaît avant de réapparaître derrière lui et de lui enfoncer le visage dans la terre. Il dit à Eiji qu'il retourne au nouveau siège du gouvernement souterrain où ils décideront quoi faire de lui. La prochaine fois qu'Eiji ouvre les yeux, il se retrouve dans une installation où il est attaché dans une camisole de force et complètement ligoté. Il se demande où est sa sœur et si elle est en sécurité quand Rin entre dans sa chambre et commence à défaire ses liens. Eiji est confus et demande ce qu'elle fait, mais elle lui dit de se taire, car elle l'aide clairement à s'échapper. Elle enlève toutes les ceintures avant d'ouvrir la porte vers la liberté, où Eiji trouve un tas de gardes morts dans des flaques de leur propre sang. Il marche sur les corps quand Rin se penche et ramasse une lame de couteau cassée avant d'utiliser ses pouvoirs pour la rendre entière à nouveau. Eiji n'y pense pas beaucoup, mais Rin saute immédiatement à sa gorge pour mettre fin à sa vie, mais s'arrête à nouveau à cause des pouvoirs d'Eiji. Elle affirme qu'elle ne le sauve que parce qu'elle ne peut laisser personne d'autre le tuer, puis lui dit de la suivre s'il veut s'échapper. Ils entrent dans une conduite d'air et commencent à ramper quand Rin décide d'essayer des moyens indirects pour tuer Eiji. Elle pense qu'un ricochet de balle est peut-être une mort accidentelle et pourrait ne pas protéger Eiji, alors elle se retourne et tire derrière lui. Malheureusement pour elle, Eiji semble également protégé par cela puisque la balle ricoche plusieurs fois avant de toucher Rin à la tête, la tuant. Cela ne signifie pas grand chose pour elle, car elle utilise simplement son sort de guérison pour soigner la blessure et commence à marcher. Ils sortent enfin de la conduite d'air et se dirigent vers un chemin très dangereux où ils doivent marcher sur un tuyau pour passer. Rin a intentionnellement choisi ce chemin en espérant qu'Eiji tomberait à sa mort, mais Rin se révèle être une petite idiote maladroite qui glisse et tombe à sa mort une fois de plus tandis qu'Eiji traverse avec succès. Rin se soigne à nouveau et le rejoint avant de le conduire dans un couloir rempli de pièges pour les intrus. Cela échoue également car elle est la seule à se faire écraser par chaque piège, mourant encore et encore avant de se soigner à nouveau, tandis qu'Eiji regarde simplement à une distance sûre. Après avoir traversé cette section, ils parviennent enfin à sortir de l'installation où Eiji demande à Rin si elle abandonnera un jour ses intentions de le tuer, car la seule raison pour laquelle il a pris le contrôle sur elle est qu'il ne peut pas gérer un assassin immortel. Rin s'accroupit et utilise son pouvoir pour régénérer toutes les fleurs mortes avant de lui dire qu'elle sera avec lui pour toujours puisqu'elle est mariée à lui, mais qu'elle ne le laissera jamais prendre le contrôle de son cœur. Avec cela, elle écrase ses espoirs pour une future génération, mais je pense que ce cinglé a aimé ça. Après cela, ils entrent à l'autre bout de l'installation où ils arrivent à un carrefour. Un chemin mène à la liberté tandis que l'autre mène à Seina. La décision est très facile pour Eiji qui décide de sauver Seina, mais Rin essaie de l'arrêter de force, affirmant qu'il mourra certainement s'il va par là. Selon elle, les pouvoirs de Fran sont l'arrêt du temps. Il peut arrêter 3 choses en même temps, donc il empêchera facilement Eiji de prendre le contrôle de lui. Mais elle décide de l'aider, puisqu'elle n'a pas d'autre option. Juste à ce moment-là, un groupe de soldats apparaît et s'apprêtait à tirer, mais Eiji utilise ses pouvoirs pour les faire tomber en brisant le pont sur lequel ils se tenaient. Rin récupère leurs armes, tandis qu'Eiji avance où 2 autres soldats commencent à lui tirer dessus. Cela ne lui importe vraiment pas, car il utilise simplement ses pouvoirs pour arrêter les balles avant de passer devant elle. Il entre enfin dans une grande pièce où il aperçoit Seina dans une étrange petite chambre de sommeil. Il essaie immédiatement de s'approcher d'elle, mais Fran apparaît sur son chemin pour l'arrêter. Avant qu'il ne puisse s'engager, Rin apparaît et lance 3 grenades sur Fran, sachant qu'il sera obligé d'utiliser ses 3 instances de pouvoir d'arrêt du temps s'il veut se sauver. Mais Fran est un type rusé qui saute en l'air et attrape toutes les grenades avant de les renvoyer à Eiji. Ils commencent tous les deux à se précipiter l'un vers l'autre et Rin réalise que Fran joue à un jeu de la poule mouillée, espérant qu'Eiji utiliserait ses pouvoirs pour empêcher la grenade de les tuer, donnant ainsi à Fran une ouverture pour attaquer. Mais Eiji ne mord pas à l'hameçon et décide simplement d'y aller. Fran est choqué par cela, mais réalise qu'il est maintenant trop tard pour qu'ils fassent quoi que ce soit et qu'ils vont tous les deux mourir. Mais heureusement, un 3e personnage s'interpose et utilise ses pouvoirs de paix pour imposer un cessez-le-feu. Ils s'arrêtent tous les deux sur leur chemin tandis que les grenades tombent au sol sans exploser. L'homme affirme qu'il est l'ordre avec le pouvoir d'imposer la paix à quiconque, ce qui les empêchera de prendre des actions agressives. Avant qu'Eiji ne puisse même comprendre ce qui se passe, un groupe d'autres personnes entre également dans la pièce, l'entourant de tous côtés. Rin lui crie de se calmer car ce sont les 10 premiers ordres dans le monde en ce moment. Eiji est trop choqué pour bouger, tandis qu'un des grands hommes ressemblant à des samouraïs s'avance vers lui et le félicite d'avoir prouvé sa valeur. Il s'avère que c'était juste un test pour voir s'il est digne ou non. Eiji est encore confus, alors un des hommes aux cheveux blancs, nommé Yoshi, explique que lorsque Eiji a provoqué la destruction de l'ancien monde, le nouveau monde est né avec tous les nouveaux ordres. Pour contrôler toute destruction supplémentaire, l'ONU a créé un petit gouvernement souterrain, contenant les ordres les plus puissants pour garder les choses sous contrôle. Maintenant, cependant, avec les pouvoirs d'Eiji, ils ont décidé de prendre le contrôle du monde entier afin de créer un lieu de paix et de prospérité où les ordres sont vénérés et respectés, et non dénigrés par les humains ordinaires.
Eiji est choqué par cela et regarde simplement vers Seina, mais Yoshi lui dit de ne pas s'inquiéter puisque Fran a arrêté sa maladie du sang avec l'aide de son arrêt du temps, lui donnant suffisamment de temps pour trouver un remède approprié pour elle. Il prétend que ce sera tout ce dont Eiji a rêvé, mais Eiji n'en est pas si sûr. Yoshi affirme qu'ils ont déclaré leur indépendance avec Eiji comme roi et ont déjà déclaré la guerre au Japon. Cela surprend Eiji et il demande ce qui se passerait s'il refuse de les rejoindre. Mais Yoshi sourit simplement, affirmant qu'il peut sûrement le faire, mais qu'ils ont déjà déclaré la guerre en son nom et ont également révélé au monde qu'il est celui qui a provoqué la destruction de l'ancien monde. Eiji réalise qu'il n'est qu'une marionnette dans le complot pour la domination mondiale, et qu'ils ont essentiellement pris Seina en otage pour s'assurer qu'Eiji ne décide pas de les trahir. Il est bientôt appelé à la salle du conseil de guerre où tous les ordres sont déjà à leur place, avec Yoshi à sa tête. Eiji s'assoit à l'autre bout quand une garce à 4 yeux nommée Mary commence à expliquer leur plan pour l'attaque. Eiji réalise qu'ils le mettent en première ligne sans aucune raison et demande si leur roi devrait prendre de tels risques. Mais ils lui sourient tous simplement, tandis que Mary lui dit que le roi doit toujours montrer l'exemple. Eiji essaie de concevoir une stratégie alternative, mais le conseil la rejette carrément, ce qui l'énerve et il crie seulement sur Yoshi pour que la bâtarde à 4 yeux utilise ses pouvoirs spéciaux de lampe de poche ou quelque chose pour l'aveugler, alors qu'elle lui dit de parler avec respect. Elle lui dit de fermer sa bouche et de se changer pour la réunion car il n'est qu'un chiot et devrait parler moins. En colère, Eiji retourne dans sa chambre et se change pour quelque chose de plus présentable. Mais en retournant à la salle du conseil, la petite fille aux cheveux bleus passe à côté de lui et lui tend une arme, affirmant que ses pouvoirs de divination prédisent qu'il en aura bientôt besoin. Eiji est déconcerté, mais se rend dans la salle du conseil où Mary lui dit de s'asseoir, car ils vont maintenant parler avec le premier ministre de la région suivante. Ils se rejoignent sur un appel où Mary dit au Premier ministre que tous les membres du gouvernement clandestin sont contrôlés par les pouvoirs d'Eiji, et qu'ils sont plus ou moins forcés de réaliser un coup d'état. Eiji est agacé d'être blâmé pour tout, mais il garde le silence pour le bien de sa sœur, Seina. Avant que Mary ne puisse en dire plus, le Premier ministre, qui est un nain, lui dit de se taire, car il ne croit pas qu'ils soient tous sous le contrôle d'Eiji. Il change donc la diffusion vers une salle remplie des membres de la famille, des 10 ordres du gouvernement souterrain. Il affirme que puisqu'ils sont tous sous le contrôle d'Eiji, il ne devrait rien pouvoir faire à ce sujet, et avec cela, il ordonne l'exécution des otages pour leur association avec les traîtres. Mary est choquée par cela, alors que les soldats commencent à décapiter les otages un par un, sans aucune pitié, tandis que les membres de l'ordre regardent impuissants. Eiji est choqué par cette barbarie, tandis que Mary a peur pour la vie de son petit frère. Avant que le Premier ministre ne puisse ordonner son exécution, Eiji rit et affirme que tuer des otages ne signifie rien, et avec cela, il sort son arme et tire sur Mary dans la poitrine. Le Premier ministre est choqué, mais Eiji ne s'arrête pas là et commence à tirer sur chaque membre des 10 ordres, qui s'effondrent tous au sol, apparemment morts. Le Premier ministre ne s'y attendait pas et est à court de mots, mais en réalité, Eiji a utilisé ses pouvoirs pour empêcher les balles de toucher les ordres. Il était sur le point de clore la réunion lorsque la porte derrière lui s'ouvre et Rin surgit avec une épée à la main. C'était très inattendu car l'idiote stupide saute vers Eiji pour l'abattre, mais Eiji n'a pas le temps de réfléchir et lui tire une balle dans la tête avant de lui tirer une deuxième fois devant le monde entier. Il se tourne ensuite vers le Premier ministre choqué et lui dit de lui remettre calmement la ville, sinon il détruira tout. Dès que la réunion se termine, tous les membres de l'ordre se lèvent lentement, tandis que Rin se soigne également, se demandant ce qu'elle a fait pour mériter un tel traitement. Quoi qu'il en soit, les membres de l'ordre semblent satisfaits des résultats, car le Premier ministre croit probablement qu'Eiji est le seul coupable derrière tout cela à ce stade. Le lendemain matin, ils se préparent tous pour le premier assaut, et Eiji est envoyé pour infiltrer la ville aux côtés de Rin et d'un groupe de soldats. En marchant dans les tunnels, Eiji dit à Rin qu'il va montrer aux 10 ordres son véritable pouvoir et les forcer à trouver un remède pour la maladie de Seina. Rin affirme que c'est un plan stupide, mais Eiji soutient que leur destin est lié et qu'elle devra l'aider quoi qu'il arrive. Ils commencent à avancer, mais les soldats ne semblent pas très heureux du fait qu'ils sont commandés par un simple garçon. Soudain, le plafond au-dessus d'eux commence à se fissurer, et cela suffit pour que les soldats prennent immédiatement la fuite et abandonnent leur chef en plein danger. Eiji essaie d'empêcher le plafond de s'effondrer, tandis que Rin affirme qu'il devrait reculer, mais Eiji décide d'avancer car il ne peut pas avoir l'air d'un lâche à ce stade. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fille aux cheveux bleus nommée Io court devant et utilise ses pouvoirs de divination pour prédire où les rochers vont tomber. Elle leur dit de la suivre et commence bientôt à courir droit vers la sortie en esquivant les rochers grâce à ses pouvoirs. Heureusement, ils parviennent à sortir du tunnel en toute sécurité, où Io se tourne vers Eiji et lui dit que leur objectif est d'éviter le combat et de sécuriser une cible connue sous le nom de Dieu de la Roche.
Eiji est très confus, mais en même temps en colère en réalisant que les 10 ordres l'utilisent simplement comme un garçon de course, et il décide de leur montrer qui est le patron. En même temps, il est constamment distrait par le ruban dans les cheveux d'Io et essaie de l'attraper comme un vrai pervers. L'essence de Io pour détecter les pervers se déclenche, et elle saute sur un bâtiment en criant qu'il devrait demander pour le consentement d'abord, affirmant que, selon son père, si quelqu'un touche son ruban de cheveux, cela la rendra enceinte. Eiji n'y croit évidemment pas, puisqu'il sait comment les bébés sont faits, mais lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne le refera pas. Il descend bientôt du toit, mais se blesse à la jambe dans le processus. Avant qu'il ne puisse l'aider, Rin apparaît derrière lui, affirmant qu'elle a trouvé le dieu du roc. Soudain, un énorme monstre de pierre émerge et commence à tout détruire. Eiji essaie d'utiliser son pouvoir de contrôle pour le dominer, mais comme ce n'est qu'un avatar, comme son ghoul et non l'utilisateur, cela ne fonctionne pas. Il décide rapidement de s'enfuir avec Io, mais Rin continue de montrer au monstre de pierre où il se cache, espérant qu'il tuerait Eiji. Eiji et Io se réfugient sous un pont quand Eiji remarque qu'Io est blessée. Il essaie de l'aider à se relever, mais elle glisse, et en essayant de la rattraper, il attrape son ruban de cheveux à la place. Il s'excuse immédiatement pour cela, mais à sa grande surprise, soudainement le ventre d'Io grossit et elle commence à pleurer. Eiji est horrifié, mais il n'a pas le temps de réfléchir et commence à s'enfuir avec elle tandis que le propriétaire de l'avatar du monstre de pierre, nommé Kyo, émerge et commence à parler à Rin. Eiji se cache avec Io quand elle le saisit soudainement, affirmant qu'elle est sur le point d'accoucher. Eiji commence à s'inquiéter de ce qu'il doit faire, mais Io lui dit d'écouter attentivement et révèle que, selon sa divination, les Nations Unies sont après lui et vont lancer un missile nucléaire sur la ville, détruisant tout dans cette zone. Cela prend vraiment Eiji au dépourvu, qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Il essaie de contacter le quartier général, mais pour une raison quelconque, même son Talkie-Walkie ne capte aucun signal. Il décide que sa première priorité doit être de s'assurer qu'Io reste en sécurité, alors il l'attrape et commence à courir vers la ville, où il trouve un groupe de personnes et leur demande la direction de l'hôpital le plus proche. Il trouve rapidement l'hôpital et, heureusement, l'infirmière affirme qu'il est arrivé juste à temps et qu'Io devrait être en sécurité maintenant. Ils l'ont mise dans une chambre tout en félicitant Eiji pour son nouveau bébé. Eiji ne sait pas quoi dire à ces gens, alors il reste silencieux en essayant de trouver un plan pour sauver la ville du désastre imminent. Io se lève et lui dit qu'elle a apporté ce problème sur son propre corps et qu'il devrait simplement l'abandonner et sauver sa propre vie, mais cela l'énerve et il lui dit de se taire car il ne va pas fuir sa responsabilité. Soudain, il remarque une tour de téléphonie cellulaire à proximité et aperçoit un brouilleur de réseau au sommet. Pendant ce temps, Rin continue d'être poursuivi par Kyo, qui essaie de la convaincre de rejoindre son équipe pour tuer Eiji ensemble, et ainsi empêcher le lancement du missile. Rin est complètement bornée et ne sait pas vraiment si elle doit accepter l'offre ou non. Heureusement, avant qu'elle ne prenne une décision, Eiji parvient à détruire le brouilleur et contacte Rin, lui ordonnant de tuer le dieu du roc. Ses ordres prennent immédiatement effet lorsque Rin attrape son épée avant de la balancer de toutes ses forces sur Kyo. Elle parvient à bloquer le coup avec son énorme marteau, mais Rin ne recule pas si facilement et répare son épée avant de réussir à l'entailler à nouveau. De retour sur la tour de téléphonie, Eiji parvient à contacter le quartier général où Marie lui dit de sortir rapidement de là avant que l'ONU ne lance un missile, mais il est trop tard car il se rend compte que le missile a déjà été lancé. Il regarde Rin pour découvrir qu'elle a été pétrifiée par Kyo, le roi de pierre, et qu'elle est allongée sur le sol, complètement immobile. Réalisant cela, Yoshi dit à Marie de donner l'ordre aux troupes de battre en retraite et de laisser Eiji et son groupe mourir. Marie est choquée par cela, mais elle obéit tout de même aux ordres, tandis qu'Eiji réalise qu'il est seul. Il court à l'hôpital lorsque Kyo et le monstre de pierre apparaissent et brisent les murs de l'hôpital. Eiji parvient à les sauver en utilisant sa magie de commandement pour créer un mur de pression d'air qui les sauve d'une mort certaine. Eiji réalise qu'il doit évacuer toute la population de cette ville dès que possible, mais Kyo décide de jouer sale et crie aux habitants qu'Eiji est l'ordre d'il y a 10 ans qui a provoqué la destruction de ce monde. Cela remplit les habitants de haine et ils commencent à lui crier dessus tout en lui lançant des pierres, réclamant sa mort. Kyo commence à gagner encore plus de pouvoir tandis qu'Eiji commence à crier aux habitants de se calmer car ils peuvent le maudire autant qu'ils veulent après qu'il les ait sauvés, mais à sa grande surprise, l'infirmière derrière lui le poignarde dans le dos avec un scalpel, le tordant avec haine en se souvenant de la mort de son enfant pendant la destruction. Kyo croit qu'elle a fait son travail et tout ce qu'elle a à faire maintenant, c'est mourir avec les autres. Mais à sa surprise, Eiji se relève une fois de plus et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de tout le monde dans la zone, y compris Kyo, et leur ordonne de survivre à cette explosion nucléaire. Kyo est surpris par la ténacité d'Eiji, car avec Kyo sous contrôle, Eiji parvient à prendre le contrôle de son monstre de pierre et saute dessus avant de regarder le missile. Kyo pense qu'il a perdu la tête car même son astuce de pression d'air ne l'aiderait pas contre un missile, mais Eiji refuse d'abandonner et arrache le scalpel de son dos avant d'utiliser un sort de renversement de gravité sur le missile.
Ce tour ralentit un peu le missile, mais ce n'est toujours pas suffisant pour l'arrêter. Alors Eiji utilise le monstre de pierre comme un énorme bras pour attraper le missile. Cela fonctionne pendant quelques instants, mais finalement il se brise complètement, et maintenant Eiji était sur le point d'admettre sa défaite quand Ben le samouraï et un blond apparaissent de nulle part, et Ben utilise son avatar pour pulvériser instantanément le missile. Eiji est choqué par cela car il ne comprend pas comment quelqu'un peut faire ça, mais Ben affirme qu'il a demandé une force inégalée et qu'il peut maintenant supprimer immédiatement n'importe quoi au niveau atomique. Kiyo s'énerve à ce sujet et essaie d'utiliser le dieu de pierre pour écraser complètement Eiji pendant qu'il essaie de l'arrêter. Elle commence à pleurer en affirmant qu'Eiji ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait il y a toutes ces années. Mais juste au moment où il allait être écrasé, Ben et la blondie apparaissent et l'aident à arrêter le point, affirmant qu'ils sont reconnaissants du fait qu'Eiji a sauvé tous les membres de la famille des Désordres. Ils se préparent alors qu'ils sont informés du lancement d'un nouveau missile. Eiji se prépare à le gérer, mais le dieu de la roche commence à se désintégrer. Eiji décide qu'il ne peut pas admettre la défaite maintenant et utilise l'antigravité pour essayer d'arrêter le missile tout en utilisant ses compétences pour empêcher les rochers de tomber sur les habitants. À ce moment-là, Kiyo commence à douter d'elle-même en réalisant que même si tout le monde déteste cet homme, il essaie toujours de les sauver en risquant sa propre vie. Cela la motive à l'aider, alors elle met tout son pouvoir dans le dieu de la roche, mais même cela ne suffit pas. Il crie à l'aide, et heureusement, un ordre Emo apparaît et dépose Rin à côté d'Eiji, qui utilise sa magie de guérison pour régénérer le dieu de la roche, ce qui parvient à ralentir suffisamment le missile pour que Ben le détruise, sauvant ainsi tout le monde dans la ville. Quelques jours se sont écoulés depuis, et tout le monde se détend et se relaxe, quand soudain Lorraine, la blonde, se précipite vers Eiji, lui disant que Sena a été réveillée par Yoshi et qu'elle l'attend. Eiji est extrêmement en colère, sachant qu'une fois Sena réveillée, elle n'aura plus que 6 mois à vivre, et il a conclu un accord avec Yoshi pour la garder figée dans le temps afin qu'il puisse trouver un remède pour elle. Il entre furieusement dans la pièce pour trouver Sena assise sur un fauteuil roulant le regardant d'un air vide. Eiji s'énerve et se précipite vers Yoshi, le saisissant par la gorge tout en exigeant de savoir pourquoi il a rompu sa promesse. Yoshi lui dit de se calmer car Sena ne semble pas se souvenir de l'attaque par Rin. Cela calme un peu Eiji car cela signifie qu'elle ne sait pas encore qu'Eiji est un ordre qui a été responsable de la mort de tant de personnes il y a 10 ans. Il commence à parler à Sena lorsqu'il se rend compte que Yoshi lui a parlé de sa maladie et du fait qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Elle commence à craquer et gifle son frère pour avoir supporté seule cette connaissance et cette souffrance pendant si longtemps, mais Eiji la serre dans ses bras et promet de ne plus jamais lui mentir. Avec cela, il la prend et la ramène au lit, où nous avons une mention indiquant qu'ils ne sont pas liés, avant une scène de bain innocente parfaitement tout public. Plus tard, alors qu'Eiji se détendait dans la salle commune, un des soldats lui dit que Sena a été déplacée de sa chambre par Yoshi, ce qui met Eiji en colère et il se précipite pour la retrouver. Heureusement, trouver Yoshi n'a pas été très difficile et il lui dit immédiatement de reculer et de laisser partir Sena. Yoshi, cependant, n'est pas du même avis et lui dit que Sena sera son invité jusqu'à ce qu'Eiji termine toutes ses missions. Eiji réalise que cela signifie simplement que Sena est une otage et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de son fauteuil roulant, le dirigeant vers lui. À sa surprise, cependant, Yoshi utilise ses propres pouvoirs bizarres et soudainement le fauteuil roulant revient vers lui, tandis que son acolyte pousse Eiji au sol. Yoshi lui dit de faire attention, car il tient la vie de Sena dans la paume de ses mains et lui ordonne de prendre le contrôle du Japon. Il s'avère qu'après la Grande Destruction, toute la ville d'Hiroshima s'est transformée en un état dirigé par les Yakuza. En l'absence d'un véritable gouvernement, ils ont pris le contrôle de la région. Cela rend le travail d'Eiji beaucoup plus facile, car il convertit simplement toute la zone en son domaine et affronte les Yakuza en face à face, utilisant son sort de domination pour prendre le contrôle sur eux et en faire plus ou moins ses marionnettes. Tout comme ça, toute la zone est maintenant sous son contrôle, ce qui signifie qu'elle est essentiellement sous le contrôle de Yoshi. Une fois le travail terminé, Eiji et Rin décident de se détendre et de se promener dans la ville, où ils sortent en quelque sorte pour de petites sorties mignonnes, mangeant la nourriture de l'autre et passant beaucoup de temps à se détendre dans la zone sans se soucier de ce qui va arriver au monde. Le bonheur est de courte durée cependant, car lorsque Rin est allé chercher plus de snacks, un homme bizarre la saisit par derrière et utilise ses propres sorts pour annuler le pouvoir d'Eiji sur elle, la ramenant à la normale, ce qui ravive à nouveau le feu de la vengeance en elle. Pendant ce temps, certains des Yakuza qui ont retrouvé leur état normal commencent également à poursuivre Eiji, lui tirant dessus à travers le parc pendant qu'il s'enfuit confus. Soudain, il se retrouve face à face avec ce type portant un cache-œil qui prétend qu'il attendait avec impatience de rencontrer l'ordre qui a détruit le monde depuis longtemps. Eiji n'a aucune idée de qui est cet idiot, mais soudain, il remarque Rin sortant de l'ombre. Mais il se rend compte que quelque chose ne va pas quand il remarque la colère dans ses yeux. Le type au cache-œil rit, affirmant que Rin n'est plus sous son contrôle et est libre de le tuer, ce qui est une mauvaise nouvelle pour lui.
Il essaie donc d'utiliser ses pouvoirs sur elle à nouveau, mais cette fois, elle porte des écouteurs spéciaux, ce qui l'empêche d'entendre les ordres d'Eiji, le rendant complètement impuissant contre elle. Elle commence à le frapper avec son épée encore et encore pendant qu'il essaie d'esquiver. Mais finalement, sa chance s'épuise lorsque Rin parvient à toucher son bras, le coupant immédiatement. Eiji tombe au sol de douleur tandis que Rin pointe son épée vers son visage. Mais avant qu'elle ne puisse mettre fin à sa vie, Ben et la fille No Ruban arrivent, la forçant à s'éloigner tandis qu'Ayo met Eiji en sécurité. Ben leur dit de s'éloigner pendant qu'il s'occupe de cette petite fille, mais Eiji lui dit de ne pas lui faire de mal car elle est toujours Rin et il veut la récupérer. Anne rit à cela, affirmant qu'Eiji est stupide de se battre pour un monde qui le méprise. Ayo dit à Eiji qu'ils doivent fuir car ils ne peuvent pas combattre Eyepatch car il est trop fort. Eiji se tourne vers elle et demande comment elle connaît ce crétin, et Ayo admet finalement que tout le groupe des Dites Ordres a été créé pour vaincre ce type. Eiji refuse de reculer sans sauver Rin, tandis qu'elle continue de devenir plus forte, et abat Ben également, se dirigeant vers Eiji. Mais avant qu'elle ne puisse la battre, Ayo s'interpose prenant le coup avant de tomber au sol, meurtrie et ensanglantée. Rin ne reprend pas son souffle et essaie de planter son épée à travers Eiji, mais il crée une barrière d'air entre eux, bloquant son attaque. Il essaie de l'atteindre, mais elle ne peut pas l'entendre quand il remarque le dégoût et la haine dans ses yeux pour lui. Cela lui brise vraiment le cœur, mais il avale un grand verre de copium et pense que c'est seulement parce que le crétin au cache-œil la contrôle. Pour la libérer, il attrape une pierre et la lance sur le type au cache-œil, lui faisant un trou dans le torse. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, le cache-œil commence à rire, affirmant qu'Eiji est stupide de penser que le véritable ordre se révélera. Il s'avère que le type au cache-œil n'est qu'un pion, tandis que le véritable ordre se cache et le contrôle. Avec cela, le type au cache-œil crée une énorme énergie statique noire qui attrape Eiji et commence à l'aspirer vers elle, quand soudain, Yoshi tombe du ciel et utilise sa compétence spéciale qui transforme ses mensonges en vérité. Il affirme qu'Eiji est sorti de l'énergie statique et complètement guéri. Et à la surprise d'Eiji, il apparaît soudainement à l'extérieur avec son bras rattaché là où il avait été coupé. Yoshi crie alors que Ayo et Ben sont complètement indemnes, et tout d'un coup, il se relève du sol en parfaite santé. Le gars avec le cache-œil semble avoir peur de Yoshi et essaie de reculer, mais Yoshi le frappe au visage, le mettant KO. Avec cela, les autres gars, y compris Rin, commencent à s'enfuir. Et quand Eiji essaie de l'appeler, elle l'insulte et s'enfuit. Eiji se tourne vers Yoshi et exige une explication sur qui diable il combattait lorsque Daisy apparaît devant lui, affirmant qu'il combattait l'ordre nommé Jin, qui n'est autre que le père d'Eiji. Eiji refuse de croire que son père, qu'il pensait mort pendant la grande destruction à cause de lui, est encore en vie. Il crie à Daisy de lui dire la vérité, mais la fée lui dit simplement d'ouvrir les yeux et de décider s'il veut croire la vérité ou vivre un mensonge. Yoshi semble incertain de la situation et décide d'envoyer Eiji et Ayo en mission pour découvrir ce qu'ils peuvent sur le père d'Eiji à la campagne. Eiji est évidemment intrigué par la possibilité de retrouver son père qu'il pensait mort depuis longtemps, alors il accepte immédiatement. Le lendemain, lui et Ayo partent en voyage et s'arrêtent pour un copieux déjeuner de bol de ramen à volonté. Eiji mange à sa faim avant de mettre la main dans sa poche et de réaliser qu'il est fauché tout comme vous tous. Ayo a déjà vu des hommes comme ça auparavant, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter car leur groupe couvrira toutes les dépenses, mais Eiji trouve encore des excuses en disant que son portefeuille est toujours avec Rin. Il semble encore contrarié par toute la situation avec Rin, tandis qu'Ayo est juste contente d'avoir Eiji tout seul. Ils obtiennent bientôt un lift à l'arrière d'un mini-camion qui les rapprochera de leur destination. Ayo essaie de faire un geste envers Eiji mais réalise qu'elle n'a pas vraiment de chance puisque Eiji pense encore à comment récupérer Rin. Elle commence à douter d'elle-même à ce moment-là, mais garde tout de même le silence. Lorsque le soir tombe, ils atteignent une immense grotte qui est censée être une zone qu'ils doivent explorer, alors ils sortent du véhicule et se dirigent à l'intérieur pour voir ce qui se passe. En traversant la série de grottes, ils réalisent soudain que quelque chose ne va pas, car le plafond de la grotte commence à s'effondrer. Ayo est choqué et se fige, mais heureusement, Eiji parvient à l'attraper et commence à courir à l'intérieur car il ne veut pas apparaître dans une vidéo YouTube sur des morts dans des grottes. Il commence à courir aussi vite que possible tout en disant à Ayo d'utiliser ses pouvoirs de divination pour demander un signe. Après que son choc se dissipe, Ayo reprend ses esprits et utilise ses pouvoirs pour obtenir un biscuit de fortune qui lui dit de continuer à courir tout droit. Avant qu'elle ne puisse en parler à Eiji, elle commence à douter d'elle-même et de ses pouvoirs, se perdant dans ses pensées tandis qu'Eiji lui crie de lui dire quoi faire. Finalement, Ayo se ressaisit et dit à Eiji d'aller à droite au lieu de continuer tout droit.
Eiji se précipite immédiatement vers l'entrée du côté droit et pendant un moment, ils ont l'impression d'avoir pris la bonne décision et d'être maintenant en sécurité. Mais ce sentiment est de courte durée car le sol sous eux se brise et tous deux tombent dans la rivière sombre en dessous. Ayo est sous le choc et perd connaissance, se noyant rapidement dans les eaux troubles. Mais heureusement, Eiji parvient à la sauver et la ramène sur la rive. Elle finit par se réveiller et ils commencent tous les deux à sécher leurs vêtements près du feu en discutant. Eiji ne cesse de répéter que cela aurait été bien mieux si Rin était là et s'excuse auprès d'Ayo de l'avoir entraîné dans ce pétrin. C'était le point de rupture pour elle car elle le regarde avec colère et lui dit qu'il est un imbécile qui ne peut même pas voir ce que quelqu'un devant lui veut. Elle lui dit que depuis qu'elle est jeune, elle rêvait de son futur mari. Et quand elle a obtenu ses pouvoirs, la première chose qu'elle a faite a été d'essayer de découvrir qui serait son futur mari. Maintenant qu'elle a compris que ce doit être Eiji, c'est vraiment difficile pour elle de le voir parler uniquement d'une femme qui a toujours voulu le tuer et qui s'est enfuie dès qu'elle en a eu l'occasion. Eiji ne sait pas quoi dire quand soudain le sol commence à trembler et une belle demi-déesse nommée Kami émerge avec un groupe d'avatars autour d'elle. Elle commence à se moquer d'Eiji et Ayo, leur disant de se trouver une chambre, quand Eiji se souvient soudain que Yoshi lui a dit qu'une demi-déesse comme Kami pourrait avoir le pouvoir de guérir sa sœur, Seina. Il lui demande immédiatement si elle aiderait sa sœur, mais Kami refuse catégoriquement, affirmant que c'est un travail ennuyeux. À son crédit cependant, elle leur donne une option. S'ils peuvent la battre à un jeu de balle, elle pourrait changer d'avis. Les règles sont simples, Eiji et Ayo doivent attraper la balle de Kami et de ses avatars, et la seule règle est qu'Eiji ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour contrôler la balle elle-même. Eiji accepte le jeu car il n'a vraiment pas d'autres options, et commence à jouer. Il décide d'utiliser ses pouvoirs sur lui-même, lui donnant la capacité de sauter très haut, mais il est toujours trop lent, et peu importe combien il essaie, il ne peut pas égaler la vitesse ni prédire où Kami lancerait la balle ensuite. Il demande l'aide de Ribbon et bientôt elle commence à lui dire où la balle va être lancée, mais leur travail d'équipe est encore trop lent pour attraper la balle. Il continue d'essayer pendant un bon moment avant de s'effondrer au sol, épuisé. Ayo offre immédiatement ses genoux et commence à essuyer la sueur de son front, lui disant que quoi qu'il arrive, elle ne le fuira jamais et restera toujours à ses côtés, s'assurant qu'ils trouvent un remède pour Seina. Eiji se sent vraiment heureux de cela et ils décident bientôt d'essayer une stratégie alternative où ils se tiennent par la main et commencent ensemble à poursuivre la balle. De cette façon, Eiji n'a pas à attendre les prédictions d'Io car il peut le sentir dans sa main et sa vitesse devient bien meilleure. Ils commencent à se rapprocher de plus en plus de la balle mais ils ne parviennent toujours pas à l'attraper. Ils retombent tous les deux au sol, respirant difficilement, alors qu'Eiji réalise qu'ils sont tous les deux à leur limite physique. Mais il ne peut pas reculer maintenant, alors il essaie une stratégie alternative et commence à utiliser son avatar pour essayer d'attraper la balle. Kami affirme que c'est une stratégie intéressante, mais ne pense pas que cela fonctionnera quand soudain Eiji passe à l'action et parvient à attraper la balle avant de retomber au sol. Kami réalise qu'Eiji a utilisé son avatar comme leurre pour la distraire, mais c'était toujours dans les règles du jeu, alors elle accepte de les accompagner pour essayer d'aider Sina. Avant qu'ils ne puissent même reprendre leur souffle, cependant, un surfeur australien entre avec une rivière à débit rapide et utilise ses pouvoirs pour les noyer tous ensemble. Heureusement, Eiji a été rapide et parvient à créer une barrière d'air autour d'eux, mais ce n'est pas suffisant. L'Australien change en tenue de plongée et entre dans l'eau avec un harpon, tandis que Kami dit à Eiji qu'il doit vite trouver une solution avant qu'il ne manque d'air. Kami leur donne l'idée de fusionner leurs avatars pour créer un meilleur avatar, alors ils essaient. Et alors qu'ils se tiennent par la main, ils sentent les pouvoirs circuler à travers eux, et soudain, un nouvel avatar émerge avec les pouvoirs d'Eiji et d'Io. L'avatar parvient à prédire où la lance allait frapper et utilise les capacités d'Eiji pour la ralentir, s'assurant qu'il ne se blesse pas. Enfin, pour en finir avec l'Australien, Eiji prend le contrôle des poissons qui nagent près d'eux et les lance sur le type australien, l'assommant. Il l'attache pendant que Kami affirme que cet Australien fait partie d'un groupe appelé le SP6. Elle lui demande pourquoi ils la poursuivent, mais l'Australien ne répond pas et crie pour Daisy qui apparaît immédiatement de nulle part. Soudain, elle les met en appel vidéo avec le type au cache-œil, Rin et d'autres qui les insultent, avant qu'un des ordres utilise ses pouvoirs de lame dimensionnelle pour les trancher à travers l'écran. Eiji pensait que c'était juste pour le spectacle, mais à sa surprise et horreur, les lames apparaissent devant lui, venant droit sur eux pour tuer. L'attaque touche Kami, la tuant, et la nouvelle atteint bientôt Yoshi. Il arrive immédiatement au quartier général où Eiji est déjà présent. Yoshi dit à Eiji qu'il a bien combattu un ennemi et aussi vaincu Kami dans son jeu, mais Eiji s'en moque. Il dit à Yoshi d'utiliser son pouvoir et de ramener Kami à la vie, mais il répond que trop de temps s'est écoulé depuis sa mort et qu'il ne peut plus rien faire maintenant. Il ordonne alors à Eiji de retourner à leur quartier général parce que son travail est terminé. Eiji se plaint qu'il ne peut pas mettre le Japon sous son contrôle s'il est coincé au quartier général, mais il décide ensuite d'abandonner, croyant que Yoshi pense qu'il est inutile maintenant.
À ce moment-là, l'Orochimaru du magasin à $1 tape dans le dos d'Eiji et dit que si leur ennemi, Gen, utilise son pouvoir pour créer une autre grande destruction maintenant, il ne pourrait pas sauver Sina ni personne d'autre. Eiji est choqué d'apprendre que son père est lié à la grande destruction et il s'en prend à Yoshi, demandant ce qu'il ne lui dit pas. Il déclare qu'il ira sauver Rin, même s'il doit le faire seul, lorsque Yoshi le claque soudainement sur la chaise et lui dit qu'il y a 10 ans, il était chercheur dans une certaine institution, dirigée par son père, Gen. À cette époque, Yoshi n'était qu'un nerd qui n'avait pas vu le monde réel et il était accro à sa recherche. Gen était son aîné et mentor qui le traitait gentiment, mais cela a commencé à faire courir des rumeurs selon lesquelles Yoshi laissait Gen l'applaudir à huis clos pour obtenir plus de fonds de recherche. Ses collègues ont commencé à le détester, mais Gen a toujours soutenu Yoshi parce qu'il travaillait sur un appareil spécial qui pouvait convertir la volonté des gens en énergie. Gen croyait que l'appareil apporterait du bonheur à beaucoup de gens et il disait à Yoshi d'être plus fier de lui. Yoshi admirait Gen, mais un jour, il a soudainement changé. Alors que Yoshi entrait dans son bureau, il le trouva sombre et envahi de fleurs, et tous les scientifiques de l'installation gisaient sans vie sur le sol. Yoshi demanda à Gen ce qui se passait, et il lui dit d'assister à l'accomplissement de son plus grand rêve, un système capable de réaliser les souhaits de n'importe qui. Ce système était Daisy, la même fée qui exauçait les souhaits de tout le monde. Gen libéra Daisy dans le monde pour exaucer les souhaits des gens, et bientôt le souhait d'Eiji détruisit le monde. Cependant, tout cela faisait partie du plan de son père. Mais il n'était pas satisfait du résultat parce qu'il souhaitait que le monde entier soit détruit pour pouvoir le reconstruire à partir de zéro comme son village Minecraft. Yoshi dit à Eiji que si Gen le capture, il déclenchera une autre grande destruction et cette fois, il accomplira sa mission. Il se laisse emporter par ses émotions, disant qu'il ne laissera pas cela se produire, et Eiji le repousse parce que la scène commence à ressembler à un drame BL plutôt violent. Une fois dans sa chambre, Eiji décide de parler à Daisy car elle doit connaître toute la vérité. Daisy apparaît soudainement dans sa chambre, mais avant de répondre à sa question, elle lui dit que Rin veut lui parler. Pendant que les deux discutent, les membres de PS6 infiltrent le quartier général de l'organisation de Yoshi pour capturer Seina selon les souhaits de Gen. Il s'avère que Rin joue le rôle d'agent double, et elle avertit Eiji à ce sujet, qui se rend immédiatement à la salle du conseil pour partager l'information avec le reste de son équipe. Yoshi envoie rapidement une équipe pour intercepter l'intrus, mais le gars au cache-œil lui donne les instructions d'éviter le combat et de trouver un moyen de s'échapper. D'abord, le pacificateur arrive et utilise son pouvoir pour réduire au silence l'intrus, mais comme il ne voulait pas se battre au départ, son pouvoir n'a aucun effet sur lui. Juste à ce moment-là, la garce à 4 yeux arrive et tire sur l'intrus, lui faisant exploser la tête, mais il se régénère instantanément. Le type au cache-œil lui dit de lui enlever ses lunettes parce que si la blessure ne peut pas voir, elle ne peut pas utiliser son pouvoir. L'intrus envoie son petit compagnon gobelin voler ses lunettes et Yoshi lui dit de tirer selon ses instructions. En même temps, Eyepatch dit à l'intrus de suivre ses instructions pour esquiver les attaques. Alors que la secrétaire à 4 yeux suit les instructions de Yoshi et tire sur l'intrus, Eyepatch lui donne les bonnes instructions pour tout esquiver. Yoshi réalise soudain que Rin les espionne et c'est ainsi que l'intrus parvient à tout esquiver. Il décide donc de changer de stratégie et dit à Eiji de prendre le commandement à sa place. Pendant qu'Eiji ordonne à la secrétaire de tirer sur l'intrus, Eyepatch lui dit de se cacher derrière une porte. Cependant, une équipe de soldats est déjà là pour l'appréhender et ils le font exploser avec un lance-roquettes. Yoshi rit du succès de son plan parce qu'il a envoyé un email à la salle de contrôle pour déployer des soldats à chaque entrée sans utiliser le système de communication. Cependant, Gen avait déjà 4 coups d'avance sur lui. L'intrus n'était qu'un leurre, et c'est Frank, l'arrêteur de temps, qui kidnappe Seina et s'enfuit du quartier général. Juste au moment où Eiji et Yoshi apprennent cela, ils reçoivent un appel vidéo de Gen qui dit à Yoshi qu'il est trop dévoué à la tâche en cours et qu'il ne voit pas les choses qui ne sont pas devant lui, c'est pourquoi il échoue toujours. Eiji jure contre Gen, demandant pourquoi diable il kidnappe Seina et Gen répond qu'il ne fait que son devoir de père pour prendre soin de sa fille. Il termine l'appel avec ça et Eiji est dévasté parce qu'il a enfin obtenu une vérification de première main que Gen est bien son père. Yo lui donne l'emplacement approximatif de Seina et Eiji décide de la sauver lui-même. Yoshi essaie de l'arrêter, disant que si Gen le capture, cela entraînera une autre grande destruction, mais Eiji ne se soucie pas du sort du monde s'il peut sauver sa sœur. Il libère alors tout le monde de son contrôle, disant à Yoshi qu'ils n'ont jamais vraiment été une équipe avant de quitter la pièce. Il profite de la capacité de l'Orochimaru de magasin à $1 à se téléporter à travers l'espace. Mais en arrivant à destination, il découvre que celle-ci a été détruite de la même manière que la grotte de Kami. Pendant ce temps, Frank emmène Seina sur son navire où Eyepatch et Rin sont prêts à la récupérer. Frank dit à Eyepatch qu'il a conclu un accord avec Gen et qu'il remettra la fille directement à lui.
Eye-Patch dit qu'il devrait en parler et demande à Rin d'emmener Sena avec elle pendant un moment. Pendant que les deux filles prennent un bain, Rin raconte à Sena comment Frank a perdu sa femme et ses enfants pendant la Grande Destruction et qu'il a souhaité avoir le pouvoir d'arrêter le temps pour pouvoir les sauver. Il n'a pas pu les sauver cette fois-là, mais Jen a promis de ressusciter sa famille en échange d'amener Sena à elle. Rin lui dit aussi qu'Eiji est l'instigateur de la Grande Destruction et qu'elle veut se venger de lui. Sena qualifie le plan de Rin de bâclé si elle veut juste tuer Eiji. Elle lui dit que si elle veut vraiment lui faire du mal, elle devrait la tuer elle, car alors Eiji souffrirait davantage. Cependant, elle n'est pas prête à mourir si facilement car elle a ses propres plans. Pendant ce temps, Eye-Patch et ses hommes trahissent Frank et commencent à lui tirer dessus. Il ne peut que se cacher car il ne peut pas tous les arrêter en même temps avec son pouvoir. Mais ensuite, Sena arrive et tout le monde arrête de tirer. Elle traite Frank de lâche pour souhaiter un pouvoir qui ne peut que retarder l'inévitable au lieu de le changer. Elle se moque de l'idée d'avoir des souhaits exaucés par quelqu'un d'autre parce que les vrais Chads saisissent ce qu'ils veulent avec leur propre force. Elle dit à Eye-Patch que s'il tue Frank, elle se suicidera et que son père ne sera pas vraiment content de ça. En échange, elle veut que Frank lui jure fidélité et la protège à tout prix. Sena prend bientôt le contrôle du navire et apprend que son père est le chef ennemi. Elle ne peut pas le croire parce qu'elle l'a vu mourir le jour de la Grande Destruction. Mais ensuite, elle réalise qu'elle n'était même pas chez elle ce jour-là et que ses souvenirs sont faux. D'un autre côté, Yoshi comprend quel est le plan de Jen. Il dit à son équipe que Jen cible 5 sanctuaires importants qui forment un pentagramme inversé. Un côté du pentagramme se trouve sur une ligne tellurique pleine d'énergie naturelle puissante. Et le pentagramme inversé, qui y est connecté, est comme l'appareil sur lequel il travaillait qui peut transformer les désirs en énergie. Yoshi pense que Jen tue les prêtresses et les demi-dieux, gardant les 5 sanctuaires afin de les contrôler et d'utiliser la bobine géante pour ouvrir à nouveau la porte de la destruction sur le monde. Cependant, Eiji et Sena semblent être la clé pour ouvrir la porte, et s'il en manque un seul, le plan de Jen ne sera pas accompli. En même temps, Eye-Patch emmène Sena et ses 2 subordonnés à un hôtel, leur disant d'attendre là. Il dit qu'ils annonceront bientôt au monde qu'Eiji était l'ordre qui a causé la Grande Destruction il y a 10 ans, et alors le monde entier sera à sa poursuite. Il les laisse seuls avec cela et Sena essaie de contacter Egi, mais ni les téléphones ni internet ne fonctionnent à l'hôtel. Cependant, elle refuse d'abandonner et trouve un autre moyen d'attirer l'attention du monde sur son histoire avant qu'Eye-Patch ne présente la version modifiée. Elle mène une interview avec Rin, lui posant des questions sur la Grande Destruction, et bientôt, une énorme horde de journalistes arrive à la porte de l'hôtel. Sena s'y rend pour leur parler, et Eye-Patch lui demande ce qui se passe. Elle révèle qu'elle les a appelés ici, et il ne comprend pas comment elle a fait cela. Il s'avère que Sena a utilisé l'interview enregistrée de Rin, et a ensuite demandé à la réceptionniste de l'hôtel de l'envoyer à la presse, qui s'est précipitée vers elle pour obtenir un scoop. Juste à ce moment-là, Jen arrive et dit au journaliste de s'écarter parce qu'il veut d'abord rencontrer sa fille. Alors qu'il marche vers Sena, elle est certaine que cet homme n'est pas son père, parce que son visage ne correspond pas à celui de ses souvenirs. Elle décide de voir quel geste il fera, et Jen l'embrasse immédiatement, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, qui la prend par surprise. Il commence à agir comme s'il lui avait manqué pendant les 10 dernières années, mais Sena recule, lui disant d'arrêter de prétendre être son père. Cependant, Jen commence à dire des choses que seul son père saurait et Sena se sent acculée. Soudain, elle a une idée pour utiliser cette situation à son avantage et joue le jeu de Jen, lui disant d'admettre au monde que la Grande Destruction n'était pas la faute d'Eiji. Elle dit que c'était son entreprise qui a créé les ordres et qu'Eiji n'a jamais vraiment souhaité détruire le monde. Au contraire, il a juste été submergé par le pouvoir qu'il a obtenu de nulle part. Cela crée un énorme buzz dans les médias et la nouvelle parvient rapidement à Yoshi et son groupe. Yoshi pense qu'Eiji découvrira l'emplacement de Sena s'il voit cette interview, ce qui signifie qu'ils ont encore moins de temps pour arrêter Jen. Il décide de diviser son équipe en 3 parties pour protéger les 3 sanctuaires restants de PS6, espérant qu'ils y arriveront à temps. Pendant ce temps, Sena attend la réaction de Jen après avoir fait sa déclaration. Jen est d'abord d'accord avec elle, disant que c'était son organisation qui avait créé les ordres, et Sena se demande s'il abandonne. Cependant, il dit ensuite que peu importe les intentions d'Eiji, il est toujours responsable de la mort de millions de personnes et qu'il devrait être puni pour cela. Sena, sous l'influence du pouvoir de Jen, est d'accord avec lui. Jen dit alors qu'Eiji mène actuellement une guerre contre le monde et que PS6 a découvert qu'il prévoit de recréer la Grande Destruction. Sena est de nouveau d'accord avec lui et lorsque Jen dit qu'il est de son devoir d'empêcher son fils de détruire le monde, elle répète simplement sa déclaration. Elle se demande ce qui se passe, mais se rappelle soudain que lorsque Jen l'a embrassé plus tôt, il lui a ordonné de révéler l'existence de son entreprise au monde, et ensuite d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Elle réalise qu'elle a été manipulée par Jen, et qu'elle ne peut rien faire alors que la colère du public explose soudainement. Jen la soulève alors et commence à s'éloigner, mais Rin et Frank se dressent sur son chemin. Le borgne essaie de les dominer, mais Rin pointe son épée vers lui, menaçant de le tuer avant qu'il ne puisse les toucher et activer ses pouvoirs. Cependant, Jen décide de libérer ses pouvoirs à ce stade, et il soumet à la fois Rin et Frank sans transpirer.
Au même moment, Eiji entre dans l'hôtel où Sina est retenue captive grâce au pouvoir de Walmart Orochimaru. Il se précipite pour trouver Sina et lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, il la trouve juste devant lui. Il se précipite vers elle, mais soudain, une entaille dimensionnelle du samouraï de l'équipe de Gen le frappe, lui coupant les bras et provoquant l'effondrement de la moitié de l'hôtel. Gen salue Eiji, disant qu'ils ont enfin une réunion de famille après 10 ans. Eiji refuse de l'accepter comme son père et lui dit de rendre Sina à elle. Gen cependant lui dit qu'il ne peut pas faire ça, et que si Eiji veut rester avec elle, il devrait rejoindre son camp. Il déclare alors que puisque Sina va bientôt mourir, il prévoit d'utiliser sa vie pour ses recherches, et ouvrir à nouveau la porte qui a conduit à la destruction du monde. Eiji lui dit qu'il ne le laissera pas faire, mais Sina lui dit d'arrêter parce qu'elle a déjà abandonné. Eiji est dévasté en entendant cela car il sent qu'il a perdu sa raison de continuer à se battre. Juste à ce moment-là, le samouraï aveugle arrive et Gen lui dit qu'ils vont battre en retraite. Cependant, entre-temps, Eiji réalise qu'il n'a pas besoin de raison pour sauver Sina, et qu'il continuera à se battre même si elle n'a plus d'espoir. Il se lève soudainement, utilisant sa capacité pour rattacher ses membres à son corps afin de pouvoir se battre à nouveau. Le samouraï aveugle le sent, et par respect pour la volonté d'Eiji, il demande à Gen la permission de l'affronter en tête-à-tête. Jean lui donne la permission et le samouraï saute pour affronter Eiji. Eiji utilise d'abord les capacités de l'intrus pour invoquer des dizaines de petits gobelins afin d'attaquer le samouraï qui pense qu'ils ne sont que des leurs. Mais ensuite, Eiji fonce directement vers lui. Le samouraï ne comprend pas sa stratégie, mais quand il utilise sa coupe dimensionnelle, elle passe à travers Eiji parce qu'il est trop proche de lui et ne touche que les gobelins. Eiji frappe alors le samouraï de toutes ses forces et Gen est impressionné par sa détermination. Il décide de lui donner une autre chance de se battre à pleine puissance quand il ira mieux et déclare un match nul pour l'instant. Alors que Gen s'en va, Eiji perd connaissance et quand il se réveille, il se retrouve enchaîné à un lit. Il se demande où il est et Aiyo lui dit qu'il est dans une planque en ce moment. Eiji s'inquiète soudainement pour Sina et Aiyo lui dit que Yoshi et d'autres vont lancer une attaque sur la base de Gen demain pour la sauver, mais ils ne veulent pas qu'il les rejoigne car ce sera trop risqué. Eiji refuse de rester en arrière, mais ensuite Aiyo monte sur lui disant qu'il devrait arrêter de penser à sa demi-sœur et faire des bébés avec elle à la place. Alors qu'elle essaie de lui voler sa virginité, les médias commencent à accuser Eiji de l'effondrement de l'hôtel parce qu'ils ont des photos de lui y entrant juste avant qu'il ne soit coupé en deux. Même le gouvernement rejette la faute sur Eiji et le qualifie de terroriste. Le public commence à le détester encore plus et leurs émotions négatives commencent à se rassembler pour réaliser le plan de Gen. Pendant ce temps, dans la planque, Eiji ne peut pas se montrer à la hauteur car il ne ressent rien pour Aiyo. En fait, il n'est même plus intéressé par Rin non plus, car après avoir appris que Sina n'est pas vraiment sa sœur biologique, il a commencé à ressentir l'amour de l'Alabama pour elle. Il dit à Aiyo de comprendre qu'il ne peut pas être avec elle parce qu'il ne peut être qu'avec Sina depuis qu'ils ont perdu leur famille. Aiyo est déçue, mais elle accepte la défaite et libère Eiji pour qu'il puisse sauver Sina. Cependant, elle demande à Eiji pourquoi il pense que son père est mort alors qu'il a vu Gen de ses propres yeux. Eiji répond qu'il est sûr que Gen est un imposteur parce qu'il a vu son vrai père mourir lors de la grande destruction. Soudain, Aiyo lui montre une photo de famille, avec lui, Sina, Gen et sa femme. Eiji n'en croit pas ses yeux, et Aiyo explique qu'elle était l'un des sujets de test dans l'entreprise de Gen, et qu'il gardait cette photo comme fond d'écran sur son ordinateur portable quand il était chercheur. Elle dit à Eiji que Gen est effectivement son père, et Eiji sent son cerveau se fendre alors qu'il essaie de traiter ses souvenirs. Plus il pense à la grande destruction, plus sa tête lui fait mal, puis soudain un petit avatar apparaît sur sa tête. Peu de temps après, Daisy apparaît également en disant qu'il semble impossible de cacher la vérité plus longtemps. Eiji lui demande ce qu'est la chose sur sa tête et elle lui dit que c'est une capacité qui a altéré ses souvenirs tout ce temps. Elle lui dit qu'il n'a pas le temps de s'en inquiéter car Sina va bientôt déclencher une autre grande destruction. Pendant ce temps, les forces de Yashi lancent leur attaque sur la base de Gen avec des chars et des soldats armés. Les ordres de son côté infiltrent également la base, mais l'équipe de Gen déploie ses ordres pour les arrêter. Pendant ce temps, Gen emmène Sena avec lui vers une immense porte dorée en lui demandant si elle s'en souvient. Sena lui dit qu'elle ne se souvient de rien à ce sujet, mais Gen lui dit de se concentrer parce qu'elle a vu cette porte qui mène au monde où tous les souhaits de l'humanité peuvent se réaliser. Il lui dit qu'il y a 10 ans, il recherchait un moyen de transformer les désirs en énergie parce qu'il voulait trouver un remède pour la condition de Sena. Il a continué à travailler sans relâche, et un jour, il a eu une vision de la porte qui mène au monde des esprits. Gen dit que leurs corps sont dans le monde physique, c'est pourquoi les propriétés physiques dominent ici. Mais de l'autre côté, l'esprit règne en maître et les souhaits peuvent devenir réalité. Gen dit à Sena qu'après des années de travail acharné, il a réussi à manifester la porte et à contacter la femme de l'autre côté.
Sena a été la première personne à voir son souhait exaucé, et à cause de cela, la porte s'est ouverte et des ordres sont nés. Sena a mal à la tête en entendant cela parce qu'elle est aussi sous l'effet du même avatar, altérant la mémoire. Elle commence à se blâmer pour la grande destruction, mais Jen lui dit que ce n'était pas sa faute. Au contraire, c'est lui qui était la cause de la grande destruction. Cependant, lorsque Sena a ouvert la porte, elle était cassée, et maintenant elle est la seule à pouvoir la réparer et l'ouvrir à nouveau. Soudain, le petit avatar de la tête de Sena apparaît et Jen utilise son pouvoir pour le détruire, lui faisant tout se rappeler de force. Dès que Sena se souvient qu'elle a été la première personne à entrer dans le monde mental à la place d'Eiji, la porte s'ouvre. Juste à ce moment-là, Rin arrive après s'être libérée de prison. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, l'avatar de Jen la gifle violemment et la met KO. D'un autre côté, l'équipe de Yashi a du mal à combattre Jen lorsque Eiji arrive en volant avec Iyo. Il entre par le toit, sauve la femme aux 4 yeux de l'attaque d'un vieil homme effrayant, puis se précipite pour sauver Sena sans prendre de pause. Il la trouve inconsciente dans une capsule de sommeil et lui dit qu'il la sauvera bientôt, mais Jen dit qu'il n'y a pas besoin de cela parce que Sena a accepté de coopérer avec lui. Il dit que grâce à elle, ils ouvriront la porte du monde mental et tout le monde pourra réaliser ses souhaits. Eiji lui demande ce qui se passe si les souhaits de 2 personnes s'opposent, et Daisy apparaît pour lui donner la réponse. Elle utilise son pouvoir pour montrer à Eiji un monde dans lequel Sena est en bonne santé et ils vivent heureux ensemble. Eiji est choqué de voir cela, et alors qu'il revient à la réalité, Daisy dit que dans le cas où 2 souhaits se contredisent, un monde parallèle sera créé pour accueillir le second souhait. Dans le nouveau monde, si 2 souhaits se contredisent, un autre monde sera formé et un nombre infini d'univers sera créé ainsi, jusqu'à ce que tout le monde puisse obtenir ce qu'il souhaite. Jen dit à Eiji qu'il devrait arrêter de se battre contre lui parce qu'il fait cela pour le bien de l'humanité. Il dit qu'il peut réaliser son rêve de rendre Sena en bonne santé grâce à cela, mais Eiji dit que si cela se produit dans un autre univers, ce ne sera pas réel. Jen lui dit que ce sera aussi réel qu'eux, mais comme un idiot qui ne comprend pas la théorie du multivers, Eiji refuse de le croire. Il marche vers Sena, la réveillant pour qu'il puisse rentrer à la maison, mais Sena lui dit de ne pas interférer avec le plan de leur père. Elle le poignarde soudainement, et Eiji est choqué lorsque Sena lui dit que c'est elle qui a vraiment causé la grande destruction il y a 10 ans. Eiji demande à Sena pourquoi elle fait cela, et Sena répète simplement sa déclaration. Il refuse de le croire, et puis Jen dit aussi la même chose à propos de Sena, étant responsable de la grande destruction. Eiji leur dit à tous les deux qu'il se souvient clairement qu'il était le coupable, mais ensuite Daisy apparaît devant lui, lui rappelant qu'elle lui a déjà dit que ses souvenirs sont défaillants. Juste au moment où elle dit cela, le petit avatar sur la tête d'Eiji réapparaît, essayant de lui faire tout oublier. Cependant, Jen dit que puisque l'avatar est apparu sous une forme physique, cela signifie qu'il est incapable de retenir les vrais souvenirs. Il décide de forcer Eiji à se souvenir de la vérité, et lui demande de se rappeler quel était le souhait de Sena il y a 10 ans. Il se souvient soudain que c'était Sena qui souhaitait dominer le monde pour pouvoir vivre heureuse avec sa famille pour toujours. Parce que son souhait était innocent et sincère, il s'est manifesté comme la capacité la plus puissante, mais la petite Sena ne pouvait pas la contrôler. En conséquence, la grande destruction s'est produite et elle était dévastée. Elle a commencé à se blâmer pour cela, et bien que Jen ait été surpris qu'elle ait souhaité quelque chose d'aussi énorme au lieu de simplement devenir en bonne santé, il était heureux que la porte soit enfin ouverte. Cependant, alors que Sena s'enfonçait davantage dans la culpabilité, la porte commença à se refermer. Eiji dit à Sena que ce n'était pas sa faute, mais rien de ce qu'il disait ne pouvait la convaincre. C'est alors que Daisy lui dit de faire son vœu, et il décida de prendre tous les péchés de Sena sur lui. Grâce à son souhait, il a manifesté le petit avatar, obtenu le pouvoir de sceller sa mémoire et ses capacités. Pour s'assurer que Sena ne se souvienne pas de cet incident, il a également modifié les souvenirs de leurs parents, et cela a bien fonctionné jusqu'à présent. Alors qu'Eiji réalise cela, l'avatar est détruit et il tombe au sol de désespoir. Sena lui dit qu'à ce moment-là, leurs parents étaient sur le point de divorcer, mais qu'elle ne le voulait pas. Elle a essayé de dominer le monde pour s'assurer qu'ils restent ensemble, mais elle n'a pas pu contrôler ses pouvoirs et a détruit le monde. Elle déclare qu'elle doit en assumer la responsabilité et qu'elle ne peut le faire qu'en aidant leur père à créer un monde où les souhaits de chacun peuvent se réaliser. Eiji lui dit qu'elle ne peut pas le faire parce qu'un monde comme ça sera un mensonge, mais Sena le traite d'hypocrite parce que les 10 dernières années de sa vie ont été un mensonge à cause de lui. Elle lui dit que le monde qu'elle créera sera le même, et elle a appris que même les mensonges peuvent rendre les gens heureux. Elle dit à Eiji qu'elle était heureuse qu'il se soit toujours soucié d'elle, et maintenant elle veut partager ce bonheur avec le reste du monde. Eiji ne trouve rien à dire en retour, et Sena l'embrasse avant de partir pour créer un nouveau monde. Eiji essaie d'utiliser son pouvoir pour l'arrêter, mais Sena ne va pas laisser cela se reproduire. Elle lui tranche soudainement la main et Eiji tombe du pont.
Avec le dernier obstacle sur son chemin écarté, Jen utilise Sena et son avatar pour ouvrir la porte. Pendant ce temps, Eiji tombe au bas du bâtiment où Rin le trouve et soigne ses blessures. Elle a tout entendu et maintenant elle sait que la grande destruction n'était pas la faute d'Eiji. Elle lui dit de se lever parce qu'ils doivent sauver Sena, mais en ce moment, Eiji est l'incarnation de la mort intérieure. Il est allongé, inerte, sur le sol, et Rin éclate soudainement en larmes. Elle commence à se sentir coupable d'avoir essayé de le tuer après avoir appris qu'il n'avait pas tué ses parents, et elle s'excuse pour toutes les choses terribles qu'elle lui a faites. Elle ramasse un éclat de verre et se poignarde l'œil avec en guise d'excuse, puis dit à Eiji qu'elle fera tout pour lui. La garce bipolaire commence alors à le frapper, lui disant de revenir à ses sens pour qu'il puisse sauver Sena. Mais Eiji lui dit qu'il n'a plus la motivation de faire quoi que ce soit maintenant. Il lui dit que Sena l'a rejeté, et maintenant il n'a pas le droit de l'arrêter. Rin lui demande s'il va être un lâche et laisser Sena mourir, mais Eiji n'est toujours pas convaincu. Elle lui dit que s'il aime Sena, il ne la laissera pas mourir même si elle le déteste, et ces mots aident finalement Eiji à se ressaisir. Il demande à Rin de l'aider à sauver Sena, et elle accepte volontiers. Elle l'embrasse, puis tous deux combinent leurs avatars avec un désir commun de protéger Sena. Pendant ce temps, Jen ouvre la porte et un filtre merdique en noir et blanc est appliqué à tout le monde. Juste à ce moment-là, Yoshi arrive aussi avec son équipe et il pointe immédiatement un Glock sur Jen, disant qu'il lui faisait confiance et le respectait mais qu'il l'a trahi. Il s'avère que la haine de Yoshi pour Jen est juste un problème avec son père parce qu'il voulait que Jen l'utilise comme première personne dans l'expérience pour débloquer le monde mental. Il dit à Jen que s'il lui avait permis de faire le premier vœu au lieu de Sena, la grande destruction n'aurait jamais eu lieu et tout le monde serait heureux. Voyant que Yoshi n'a pas ce qu'il faut pour tirer sur Jen, son coéquipier intervient pour l'abattre en utilisant sa capacité de kamikaze. Cependant, il se fige soudainement, puis le 4 yeux se précipite pour attaquer Jen. Elle se fige aussi grâce à Frank qui protège Jen, et Yoshi décide de contrer ses capacités en utilisant son pouvoir. Malheureusement, son pouvoir ne peut pas annuler le gel temporel de Frank tant qu'il est en cours, alors il décide de tirer sur Sena à la place. Frank arrête également la balle, puis Jen invoque son samouraï aveugle pour continuer le combat. Yoshi décide de l'affronter de front quand soudain Eiji et Rin arrivent. Ils se précipitent vers le samouraï qui les tranche facilement. Mais grâce à leur pouvoir combiné, Eiji et Rin guérissent instantanément. Tandis que Rin bloque l'épée du samouraï et crée une ouverture, Eiji l'assomme d'un coup de pied. Ils se précipitent alors vers Jen et tous deux utilisent leurs capacités pour se dominer mutuellement. Eiji déclare qu'il sauvera Sena et Jen répond qu'il réalisera son souhait. Leur affrontement crée d'énormes vagues qui commencent à déformer l'espace autour d'eux et Jen dit à Eiji d'accepter le fait que Sena ne veut pas être sauvée. Il lui dit qu'il ne peut pas sauver Sena et même s'il le fait, elle ne vivra que 6 mois et il sera détesté par tout le monde dans le monde. Cependant, Eiji ne s'en soucie pas. Il dit que Sena se sacrifie parce qu'elle pense qu'elle est un fardeau pour sa famille à cause de sa maladie. Il déclare qu'il n'abandonnera pas Sena alors qu'elle souffre autant, puis il repousse Jen, affirmant que sauver la vraie Sena est bien mieux que de laisser tout le monde réaliser ses souhaits dans un monde de rêve. Il dit à Jen d'admettre qu'il ne se soucie pas vraiment des souhaits de Sena et que c'est juste le scientifique en lui qui veut terminer ses recherches qu'il a ratées il y a 10 ans. Eiji se précipite alors soudainement sur Jen, le renversant d'un coup de poing. Voyant cette opportunité, Yoshi dit à l'Orochimaru, à petit budget, d'ouvrir un portail qui s'ouvrira juste devant Frank. Il tire une balle à travers le portail, réalisant que Frank ne peut arrêter le temps que 3 fois et qu'il ne pourra pas arrêter cette balle. Comme Yoshi l'avait prédit, la balle touche Frank à la tête, le tuant instantanément. Son pouvoir de geler le temps s'estompe, et avant que la balle se dirigeant vers Sena ne puisse la toucher, Jen se sacrifie pour lui sauver la vie. Il tombe du pont, laissant Sena avec Eiji qui se précipite pour la ramener chez elle. Cependant, juste au moment où elle prend sa main, elle sent la déesse du monde mental arriver dans leur monde. Une main géante sort de la porte et tout le monde est choqué de la voir. Ils essaient d'arrêter la main, mais la déesse est la source de tout leur pouvoir et naturellement, leur capacité ne fonctionne pas contre elle. Lorsque sa main touche le samouraï, il se désintègre soudainement et lorsqu'elle touche le pont, le monde commence également à être influencé par son pouvoir. Juste à ce moment-là, Big Ben arrive et attaque la main avec son avatar qui disparaît au contact de son créateur. Immédiatement après, une méchante bronzée utilise son pouvoir pour invoquer une main de roche géante qui peut d'une manière ou d'une autre arrêter la déesse pendant un moment. Cependant, tout le monde sait que ce n'est qu'une mesure temporaire et que s'il n'arrête pas la déesse, le monde sera reconstruit selon les souhaits de Jen. Soudain, Eiji a une idée et il appelle Daisy, lui rappelant qu'elle a limité son pouvoir à 1/1000 de son étendue totale. Il lui demande ce qui se passera si elle lui donne son plein pouvoir, et Daisy répond qu'il peut tout contrôler dans le monde avec son plein pouvoir, mais s'il perd le contrôle, il détruira le monde.
Eiji lui dit qu'il est prêt à prendre le risque, et Daisy lui donne son plein pouvoir. Eiji souhaite immédiatement que le monde devienne un endroit où Sena peut vivre heureuse. Le monde entier est changé instantanément à la suite de son souhait, puis l'avatar d'Eiji attaque la déesse, lui brisant la main et la renvoyant dans le monde mental avant de fermer la porte. Ainsi, la connexion entre les deux mondes est détruite et tous les ordres perdent leur capacité. Peu de temps après, la vérité sur la grande destruction est révélée au monde, et cela s'avère être le plus grand coup de pub du monde, car tous ceux qui considéraient Eiji comme un méchant commencent à le voir comme un héros qui a sauvé le monde. La paix revient dans le monde, et Eiji peut passer sa vie heureux avec Rin, Ayo et Sena, qui n'est plus malade.